15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, acteur, animateur français. Il est l'un des visages qui a longtemps occupé le service public pendant près de 30 ans, présentateur du jeu télévisé Motus sur France 2, mais aussi de Télématin ou encore 40 degrés à l'ombre et bien d'autres. Il était venu nous voir pour la pièce de théâtre Sans rancune au studio Hébertot, Théâtre Hébertot. Thierry Beccaro vient nous voir aujourd'hui pour son seul en scène. Je suis né à 17 ans, adapté de son autobiographie par Emmanuel Robert Esplalieu, mise en scène Anouche Sedmon au studio de la Comédie des Champs-Élysées, un spectacle où il dépeint le tableau de sa vie. Nous allons en parler longuement sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour Thierry Beccaro. Bonjour Cyrielle Sarah, c'est un plaisir et vraiment je suis sincère mon cœur rebondit de joie à l'idée de vous retrouver. Vraiment, c'est super. Et puis, je crois savoir que vous étiez dans la salle dimanche. Ouais. Et ça me touche infiniment. C'est tellement important. Écoutez, c'était un moment merveilleux. On va en parler évidemment longuement dans cette émission puisque vous êtes venu pour ça. Mais vraiment, c'est à l'image de votre vie. C'est très vibrant. Il y a un monologue assez incroyable. Je vais le détailler dans un instant, puisque vous connaissez l'émission. On va tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est tout à fait indissociable. On va démarrer par le début, toujours le début. Thierry Beccaro, vous êtes né un 19 octobre, je crois savoir, dans les années 50, si je ne me trompe pas. Je suis né en 1956. Et vous savez que le jour où je suis né, c'est la Saint-René. Et pour vous, c'est quoi ? C'est comme une renaissance ? Voilà. C'est ça que vous voulez dire ? Et souvent, je pense à ça parce que dans le travail que je fais, que je vous propose, dans ce que je propose aux gens qui seraient passés par le chemin de la maltraitance, ou qui seraient encore sur ce chemin, je veux dire à toutes celles et à tous ceux qui ont lu le livre ou qui ont vu le film ou qui viendront voir le spectacle, que voilà, c'est le maître mot, c'est la résilience évidemment, mais que il y a au bout du chemin, avec du courage et du travail, il y a une certaine forme de renaissance. C'est un spectacle. Cette histoire de vie que vous avez vécue, Thierry Beccaro, vous l'avez déclinée dans 3 œuvres, dans un livre, vous venez de le dire, à la télévision, maintenant sur scène. Est-ce que c'est un spectacle aujourd'hui qui vous coûte ou thérapeutique ? Parce que je me dis que vous ravivez les souvenirs. Alors justement, non. C'est ça qui fait ma force. Ma force, c'est d'avoir fait tout le travail précédemment sur le divan, d'avoir essayé de comprendre pourquoi cette vie avait été celle que j'ai vécue avec mes parents, pourquoi papa était comme ça, pourquoi maman était comme ça. C'était tout le travail de l'analyse. Et ce que je dis souvent, c'est que c'est difficile, il faut du courage pour arriver à s'en sortir, pour que on s'aperçoive qu'il y a du soleil au-dessus du nuage, et pour que vous puissiez ressentir ce que vous avez, je pense, ressenti sur scène, c'est-à-dire pas d'amertume, pas d'envie de revanche, pas de colère, pas d'aigreur, juste l'envie de raconter, de dire les choses et de raconter pourquoi papa était devenu comme ça, pourquoi maman était comme ça. C'est que chacun avait son histoire, chacun avait son vécu. C'est le fameux transgénérationnel. C'est ça qui m'a aidé. Si je n'avais pas fait tout ce travail, je ne pourrais pas monter sur scène. Alors justement, moi j'ai envie qu'on détaille votre histoire, mais vous venez de lancer une perche puisque vous avez essayé d'aller chercher plus loin, et on dit souvent que quand on va faire une psychanalyse ou qu'on part en thérapie, on vient chercher quelque chose et on trouve autre chose. Qu'est-ce que vous avez appris de vos parents ? Moi j'ai appris de mes parents que d'abord que quand je suis né, on est en 1956, on sort de la guerre, on sort de la Seconde Guerre mondiale. 1956, il y a encore des tickets voilà, pour aller acheter de la nourriture, des tickets de rationnement. Enfin, on n'est pas tout n'est pas encore réglé. On a cette idée comme ça des fêtes de Saint-Germain, etc., etc. Mais on est encore dans la pauvreté. Donc mes parents sortent à peine
à peine de ce qu'ils ont vécu de plus terrible que tant de gens ont vécu et dont certains ont laissé leur vie. Mon père a voyagé avec sa maman, ma grand-mère, qui m'a élevé pendant 4 années, 4 merveilleuses années. Ma grand-mère, elle a quitté l'Italie fasciste pour éviter justement le fascisme. Donc mon père tout petit, il a souffert de ça. Il a souffert d'être un Rital, il a souffert d'être un Macaroni, il a souffert d'être un peu rejeté. Et puis quand il a rencontré maman, qui était une jeune femme, une bretonne normande, d'une famille bien un peu bourgeoise et tout ça, vous imaginez, on vit encore ça aujourd'hui, hein. Le mariage d'un Rital avec une Normande, à l'époque, ça passait pas bien. Donc c'est tout ça que j'ai compris sur le divan. Plutôt que de dire, il y a un méchant et puis il y a un gentil, c'est blanc ou c'est noir, je dis, oh là, c'est plus compliqué que ça. Grâce à Philippe Gérard, dont je parle dans le livre, qui a été un auditeur formidable, un psy extraordinaire qui m'a accompagné et qui m'a fait comprendre tout ça. C'est-à-dire que quand j'ai fait cette analyse, c'est comme si je menais une enquête. Et il y a des séances qui duraient 2 heures. Hein. C'était long. C'était long. Parce que parfois, il y avait des séances où il n'y avait rien qui sortait, hein, vraiment. Oui. Et lui, derrière, pas un mot. Hein. Débrouille-toi. Vous vous êtes très bien débrouillé, Thierry Beccaro. Vous allez naître alors le 19 octobre 1956 à l'hôpital militaire Bégin à Saint-Mandé dans le Val-de-Mer. Votre mère était militaire de carrière, votre père, Warner, était italien, ouvrier chez Renault. Vos parents travaillent beaucoup pour atteindre l'ascension sociale dans le contexte que vous venez de développer. Vous allez grandir chez votre grand-mère, vous l'avez évoqué, jusqu'à vos 4 ans, jusqu'à l'arrivée de votre petite sœur Valérie, où vos parents reviendront vous chercher, sans doute dans la Volvo jaune de votre père. Et quand vous rentrez chez vous, pendant longtemps, ça sent la menthe. Ouais, ça sent la menthe parce que c'est très étonnant là, ce condensé là rapide que vous venez de faire, parce que il résume très très bien là quand vous avez parlé du chemin du retour, quand j'étais tellement heureux quand j'allais voir ma grand-mère, et puis quand on rentrait sur Colombes, j'habitais dans la région parisienne, j'avais découvert ce qu'on appelait les grands ensembles. Vous voyez, relire Lacan, les grands ensembles. C'est là que j'ai découvert l'ennui et tout ça. Et je sais plus pourquoi vous me posiez la question. J'étais en train Quand vous rentrez chez vous, ça sent la menthe. C'est de cette manière que vous démarrez votre spectacle. Ça sent la menthe parce que papa, qui était d'une jalousie féroce et qui était plein de complexes et plein de tristesse et de colère contenue. Oui. Il travaillait, il était ouvrier chez Renault, et puis il avait envie de réussir, il avait bien réussi, et puis il avait une belle gueule à la Don Diego de la Vega avec ça. C'était un bel homme. Il avait fait il faisait tout ce qu'il pouvait pour être accepté, il faisait tout ce qu'il pouvait, et puis le fait que ma mère travaille avec des hommes à l'armée de l'air, à Ballard, c'était quelque chose de difficile. Donc il allait la chercher tous les soirs. Il était très 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 jaloux. Et puis un soir, si vous venez voir le spectacle, vous comprendrez ce qui se passe. On va peut-être l'expliquer. Un soir, sa vie s'écroule à mon père. Et là, les penchants qu'il avait déjà pour l'alcool vont s'accentuer. Et la naïveté qui était la sienne, quand il rentrait à la maison, pour masquer l'odeur de l'alcool, il prenait une petite pastille de menthe. Et moi, quand il avait mangé cette pastille de menthe et qu'il m'embrassait le soir, je savais qu'il avait bu. Mais je ne savais pas ce qui allait m'arriver, quoi. Donc c'était comme une espèce d'une épée de Damoclès qui était là tous les soirs au-dessus de ma tête pendant 17 ans. Il faut savoir que pendant 17 ans, je me suis occupé de mes parents, quoi. Tous les jours, je me demandais comment maman allait être, comment papa allait rentrer, comment le journal Libération m'a consacré une 4e de couverture intitulée L'enfance volée. Ouais. Et c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire que jusqu'à 17 ans,
Je n'ai pas eu d'enfance, d'adolescence, de sortie en boîte avec des copains, des copines. Je m'occupais de mes parents, quoi. Je veillais, mais c'est pas une vie, quoi. C'était terrible. C'est ce que vous dites dans ce spectacle-là. Vous parlez longuement de ce verre, de couleur. Ce verre qui va vous aider à démarrer la peinture de votre vie à l'aide d'une toile où vous cherchez à savoir comment vous allez peindre et quoi avec tous les tons de vert. Et alors vous vous rappelez le bon vieux temps chez Mémère Anna, verre de vos souvenirs. À vous, pas les verres moisis. Vous vous rappelez de votre cousin à la guitare et de votre grand-père qui se prenait pour Tino Rossi. Non, pardon, c'était Tino Rossi pendant les fêtes de Noël. C'était peut-être le plus beau moment de votre vie, ou en tout cas de votre enfance. Mon paradis, mon petit bout de vie, c'est ce que je dis dans le... Et à chaque fois, tout ça est entrecoupé par des réminiscences de pourquoi tu pleures. Oui, c'est ça. Pourquoi tu pleures ? Parce que c'est vrai que mon père, qui était un personnage, comme je l'ai dit, un peu complexé, faisait du culturisme. Donc, il avait fait la guerre d'Algérie, donc c'était un costaud, quoi. C'était un petit musclé. Et il aurait bien aimé que je sois un petit peu plus dégourdi, quoi. Un petit peu moins fragile, un petit peu moins... Mais comme j'avais peur, ça l'énervait. En me regardant, ça, je vois bien que vous revoyez le spectacle. Oui, j'avais peur. Donc, comme il voyait que j'avais peur, pourquoi t'as peur ? Et puis à un moment donné, ça tombe. Voilà, là maintenant tu sais pourquoi t'as peur et tu sais pourquoi tu pleures. Donc c'était ça. C'était un père qui pouvait être à la fois Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc c'était difficile à vivre. De composer comme ça, Thierry Beccaro. Vous racontez cette enfance où quand vous n'êtes pas encore chez vos parents, ils ne sont pas encore là, vos parents, quand ils viennent vous voir et qu'ils repartent, vous leur tirez la langue, c'est votre mitraillette à vous. Ouais. Quand ils venaient vous voir et qu'ils repartaient, vous leur en vouliez d'une part de vous abandonner et en même temps vous étiez très bien chez votre mémère, comme vous parlez de votre grand-mère, jusqu'à ce fameux dimanche, ce souvenir-là. Racontez-le nous. Vous savez, je leur en voulais de m'abandonner. Et en même temps, j'étais bien chez mes mères. C'était le temps où le temps n'existait pas, justement. Ouais. Le temps où les jours n'avaient pas de nom. Ça, c'est un extrait du spectacle que je vous offre. Puis les jours sont devenus des jours. Jusqu'à ce que ce jour arrive. Il s'appelait dimanche. Dimanche. Le jour où ils sont venus me chercher. J'ai quitté mes mères et dès le lendemain, c'était un lundi, et puis un mardi, et puis l'ennui s'est installé pour laisser la place à la peur. C'est un moment magnifique de votre spectacle, Thierry Beccaro, et en effet, vous avez tout à fait raison. Je suis très émue et j'ai beaucoup de tendresse pour vous parce que je revois évidemment ce spectacle en vous ayant en face de moi. C'est un moment très émouvant, bien sûr, parce qu'on voit que tout est sincère, mais au-delà de tout, vous êtes un acteur formidable. Je vous l'avais dit déjà la dernière fois, mais je le pense tout à fait sincèrement. Vous êtes un acteur incroyable. On vous connaît beaucoup, évidemment, comme animateur de télévision, mais vous êtes tellement bien plus que ça, même si, évidemment, être animateur, c'est merveilleux. Là, avec ça, je suis en train de pas d'effacer, mais Là, c'est un Molière, là, Thierry Beccaro. De mettre un grand coup de pinceau, justement. Ouais. C'est presque un rouleau. Alors, je vais vous faire une confession. Je voulais vous le dire en off, mais je vais le dire à nos auditeurs en même temps. J'aimerais beaucoup vous voir réellement peindre sur scène. Parce que vous mettez ces couleurs, mais vous ne les mettez pas vraiment. Parce que je dois... Ça, c'est une excellente réflexion. Je dois m'accorder avec le texte. Ouais. C'est-à-dire que si vraiment vous revenez et que je me mets à peindre, vous allez trouver que le spectacle est un peu long. Parce qu'il faut que je décrive le verre du jardin de chez Mémère Anna, tout en parlant à ma petite sœur, qui est le témoin de ce que je vais vivre. Il faut que je peigne le bleu du ciel de l'Italie, pour que tout à coup, en même temps que je peins le bleu, hop, je vois maman dans sa belle robe à fleurs. Il faut que j'arrive à
allier les touches de peinture avec le texte qu'Emmanuel Robert Espalieu a écrit merveilleusement bien. Et c'est une poésie incroyable. Donc, je peins par petites touches. Voilà. On va mettre la bande-annonce. Non, je suis désolé, maman, mais je ne peux pas aller dans tes bras. J'aurais tellement aimé. J'aurais tellement voulu me laisser faire. Bon, vite, profitez de ce bonheur fugace avant qu'il ne s'efface. Et laisse place à la douleur. Celle du corps et du silence. Et tu sais quoi ? On n'a qu'à repartir pour l'Italie. Hein ? Sur la photo. Avec toi et moi et maman. Hein ? D'accord. Et je revois les murs qui enlacent le jardin comme pour mieux nous protéger. Ah, c'est parce que c'est lui qui prend la photo. Oui, oui. Oui, souriez, cheese, parmigiano. Oui, je souris. Je souris, mais je m'ennuie. Je m'ennuie comme si le monde tout autour était gris. Thierry Beccaro, qu'on s'y trompe ou qu'on ne s'y trompe pas, est-ce que vous considérez que ce spectacle, c'est un peu l'histoire d'un enfant devenu grand qui en veut à ses parents ou qui a pardonné à ses parents ? Ah non, c'est pas un enfant qui en veut à ses parents. Non, c'est un enfant qui a compris. Heureusement, j'ai rencontré dans des salons du livre, comme ça, ou à la sortie du théâtre, ou des gens qui m'ont remercié, qui m'ont dit merci pour tout ce que vous faites. Mais moi, je pardonne pas. Moi, je pardonne pas, je n'y arrive pas. Ces personnes-là, je leur dis, c'est dommage. C'est dommage parce que vous vous autodévorez. En fait, si vous ne faites pas c'est pas facile à faire. Attention, tout le monde ne peut pas être résilient. Hein, on pense que la résilience, comme ça se fait d'un claquement de doigts. La résilience, c'est pas passer d'un chemin de ronces à un chemin de pétales de rose. Ça demande du courage, ça demande des efforts, ça demande à un moment donné d'avoir la volonté de comprendre ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Donc moi je suis vraiment, j'ai presque, quand je sors de scène ou avant de rentrer sur scène, j'ai même une pensée pour mes parents. C'est-à-dire qu'un jour, un monsieur que je voyais comme ça, qui tirait les tarots, enfin, mais assez étonnant. Il m'a dit, vous savez quoi ? Vous êtes venus sur cette terre et vos parents, ils vous ont montré tout ce qu'il fallait pas faire. Et ça, c'est formidable. C'est incroyable. Parce que moi, je n'ai jamais levé la main sur mes enfants. Jamais. J'ai compris beaucoup de choses. Mais ce fameux chemin de ronces, ce chemin de pétales de rose, entre les deux, il y a le sac à dos, hein, il est sur les épaules. Hein. Ça, il faut l'accepter. Il y aura toujours des moments des up and down, des moments où ça va, des moments où j'ai un peu moins le moral, des moments où je suis très heureux. C'est comme ça. Vous avez eu une discussion avec vos parents ? Malheureusement, je n'ai eu la discussion qu'avec ma mère, avec qui j'ai préparé le premier livre. Je suis né à 17 ans, pardon. Parce que j'avais besoin d'avoir des références pour parler des dates ou de certains événements. Je lui ai dit que ce serait un livre difficile, mais plein d'amour, qu'il n'y avait pas voilà, les choses, elles étaient là, c'est vrai. Et elle l'a reconnu elle-même. Oui, elle avait des phrases un peu du genre ah bah si j'avais été là, oui, ça c'est sûr que ça aurait bien été, c'était mieux si tu avais été là. Bon, il y avait beaucoup de déni parce que c'était ni avec toi ni sans toi avec mon père, hein, parce que mon père il s'est occupé d'elle aussi. Hein, c'est aussi un spectacle sur la violence faite aux femmes. Hein. Mon père était violent aussi avec ma mère. Hein. Vous l'évoquez, un moment tout à fait traumatisant où votre mère met en joue votre mère
avec un fusil. Ouais. On ne dira pas pourquoi, on laissera le soin à nos auditeurs de venir le découvrir. Est-ce que vous considérez que vos parents s'aimaient eux, mais ne vous ont pas aimé, ou en tout cas pas comme vous l'auriez voulu vous? Parce que malgré les coups, votre père vous disait quand même « je t'aime mon fils ». Ça, c'était terrible. Là, je peux l'entendre aujourd'hui. Mais quand il montait dans la chambre après m'avoir dérouillé dans l'escalier devant ma petite sœur, et qui montait juste avant d'aller chercher maman au travail et qui me disait je t'aime. Et moi, je me disais bon bah ça va, ça veut dire que j'ai rien fait de mal alors. Ouais. Voilà, c'est ça le problème. Oui, parce que pendant tout ce temps, vous cherchez ce que vous avez fait de mal et vous dites à un moment donné, il y a un truc qui cloche avec le bonheur. Il faut du gris, ça reflète l'ennui parce que vous en avez mangé à la pelle de l'ennui comme ça. Ouais. Et pendant ce temps de réflexion et d'ennui, j'imagine que dans votre tête, en boucle, il y a qu'est-ce que j'ai fait de mal ? C'est la question que se posent certainement tous les enfants qui sont victimes de violences. On m'a souvent posé la question, mais pourquoi vous ne disiez rien ? Pourquoi vous comme si j'avais pu à 4-5 ans aller au commissariat ou même ma mère à l'époque, dans les années 60, il n'y a pas de la psychologie, le 119, tous ces numéros-là, ça n'existe pas. Donc, un enfant, ça protège ses parents. Ouais. Un enfant, ça protège ses parents. Donc, ça va pas les dénoncer. Je pouvais pas. Donc, s'il me disait qu'il m'aimait, c'est que il y avait un truc qui m'échappait, que j'avais dû faire une bêtise. Bon. Et bien des années après, j'ai compris que voilà, il avait abusé de l'alcool et tout. Et puis ce qui était terrible, c'est que le lendemain, comme si de rien n'était. Il avait oublié, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il me dit allez quoi. Tu vas pas penser à ça éternellement, quoi. C'est fini, on n'y pense plus. Alors que moi, ça m'a fracassé. Mais vous aviez quand même peur et vous dites quelque chose comme aimer trop, croire qu'on peut repartir à zéro et détruire tout. Voilà, il y a une phrase comme ça. Et votre mère, puisque vous l'évoquez il y a un instant, elle tente de gommer ça en vous donnant un aspirine, comme si ça allait pouvoir tout effacer, toutes ces douleurs. Vous parlez de ce rouge, évidemment, dans ce tableau. Il va falloir mettre du rouge sang sur votre toile, comme les yeux écarquillés, des petites veines dans les yeux qui me transpercent. Et vous imitez votre père, vous vous transformez littéralement. C'est incroyable, très sincèrement, Thierry Beccaro, de venir vous voir. À la fin, vous finissez par donner évidemment une explication à ce pourquoi tu pleures dans ce monologue vibrant. Je ne dirai pas tout, mais vous direz: je meurs de douleur, d'ennui, de chagrin depuis toutes ces années. Je suis grand et depuis tout petit, je n'ai rien fait. Je pleure parce que ce soir, ça sent bien la menthe. Ça, ce passage-là du spectacle, c'est ce que je n'ai pas pu dire à mon père. C'est le moment où ce petit garçon, tout à coup, se relève après avoir pris les coups qu'il a reçus et il va avoir le courage d'aller dire à son père pourquoi il pleure. Il y a beaucoup de moments très très forts dans le spectacle, mais ça, pour celles et ceux qui viennent voir le spectacle, ceux qui l'ont déjà vu, car j'ai eu le bonheur de l'initier au Festival d'Avignon, c'est un moment fort parce que ce spectacle, il va vous toucher à différents endroits. C'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément vécu le même malheur, mais vous allez peut-être ressentir une douleur, vous à l'épaule, quelqu'un au genou, l'autre à la tête, l'autre à l'estomac. Et j'ai serré tellement j'ai fait tellement de hugs à la fin du spectacle. C'était merveilleux parce que je dis dans le spectacle, à un moment donné, j'ai accroché mon tableau. Bon, c'est l'équivalent de « je suis rentré chez les gens pendant 29 ans avec Motus ». Je leur ai donné mes couleurs, mes sourires. Je donne, mais je reçois aussi. On va continuer à parler avec vous, évidemment, Thierry Beccaro, pour votre seule en scène. Je suis née à 17 ans, adaptée de votre autobiographie par Emmanuel Robert Esplalieu, mise en scène Anouche Sedbon au studio de la Comédie des Champs-Élysées. Mes chroniqueurs nous rejoignent, mais tout de suite, c'est le rappel et titres sur Radio J.
Cyrielle Sarah Cohen. Il est 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, le deuxième cycle de discussion entre l'Iran et les États-Unis s'est terminé à Genève, et ce sans indication claire de progrès dans un contexte de forte tension. Le guide suprême iranien Ali Khamenei a affirmé que le président américain ne réussirait pas à affaiblir la République islamique et a évoqué des menaces militaires. Le Qatar envisagerait de devenir le principal financeur de la reconstruction de la bande de Gaza dans le cadre du Conseil de paix lancé par le président Donald Trump. Chaque pays membre devrait verser environ $1 milliard, mais doit étudier la possibilité de contribuer davantage. L'objectif, renforcer son influence politique dans la région. Un commentaire polémique d'un journaliste suisse sur un athlète israélien a été retiré par la chaîne RTS. Lors de la course à Cortina, un journaliste s'est interrogé sur la présence de l'athlète israélien Adam Edelman en raison de ses prises de position sur la guerre à Gaza. La chaîne a jugé que ses commentaires étaient inadaptés dans un contexte sportif. Elle a donc retiré le passage de son site. Emmanuel et Brigitte Macron sont arrivés à Mumbai pour une visite officielle de 3 jours en Inde. Le couple présidentiel s'est rendu au Taj Mahal Palace pour rendre hommage aux victimes des attentats terroristes de 2008. Attentats qui avaient fait 175 morts, dont 2 Français. Après la cérémonie, le président et son épouse ont participé à un déjeuner avec des personnalités du cinéma indien. Le couple doit ensuite rencontrer le Premier ministre pour des discussions officielles. Enfin, en France, à la Sorbonne, pas de sanctions disciplinaires pour une étudiante accusée d'avoir exclu des camarades juifs d'un groupe Instagram de promotion. L'université a toutefois décidé de faire appel de cette décision. Sur le plan judiciaire, l'étudiante doit comparaître devant le tribunal correctionnel le 18 février. Elle est poursuivie pour harcèlement scolaire et provocation non publique à la haine raciale. Merci beaucoup Nina Alouche. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Thierry Beccaro et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Bonjour, c'est David Revaud-Dallon. Retrouvez-moi tous les jours du lundi au jeudi à 7h45 pour l'interview politique de Radio J. France, gouvernement, assemblée, campagne électorale, Israël, international. Chaque matin, un invité politique pour comprendre les grands enjeux contemporains à 7h45 dans le 6-9 uniquement sur Radio J. Radio J. Rendez-vous Tel Aviv vous ouvre une opportunité immobilière rare au cœur d'un secteur très recherché à 2 pas de la mer entre Neve Tzedek et Florentine. En prévente, profitez de prix préférentiels et de conditions exceptionnelles. Une sélection limitée d'appartements, un emplacement stratégique, un potentiel de valorisation élevé. Rendez-vous Tel Aviv. Rendez-vous-tlv.com. Rendez-vous-tlv.com. Neve Tzedek le jour, Florentine la nuit. 2 univers, une seule adresse. Une seule adresse. Rendez-vous Tel Aviv. Bonjour, c'est Philippe Lelouch. Le Magen David Adom, pour moi, c'est pas une organisation, c'est une famille. Une famille qui répond présent quand la vie vacille. Je les connais, je les ai vus agir. Ils ont besoin de nous. Aidez le MDA comme on aide les siens. Faites un don, offrez la vie. MDA-France.org. MDA-France.org. MDA. MDA France. Association au service de la vie. La journée est belle. Vous écoutez Radio J. Mon bébé, חזרנו לטעות הזאת עוד פעם. את לעולם לא תשתני את זה הבנתי, בגלל זה עזבתי. Maintenant c'est fini entre toi et moi. Vous écoutez Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. את מי אתה חושב
חושב שאתה מפחיד, ואם אתה לא מתכוון להרים לי תוריד את התמונות מהפיד, ואם יש לך מה להגיד כפרה תגיד, שירה לך ככה שאני בטוב ושאין לך בלילה את מי לאהוב, אתה יודע שאין לך סיכוי מול הפה שלי ממי כי אני חתולת רחוב. 15h, 16h, Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui Thierry Beccaro, venu nous voir pour son seul en scène. Je suis née à 17 ans, adapté de son autobiographie par Emmanuel Robert Esplalieu, mise en scène Anouche Sedbon. C'est au studio de la Comédie des Champs-Élysées du jeudi au samedi à 20h, les dimanches à 16h. C'est littéralement le rôle de votre vie, Thierry Beccaro, mais peut-être votre plus beau rôle aussi. Ouais, ça c'est super, ça c'est magnifique ça. Pourquoi ? Parce que c'est pas aussi simple que ça, parce que raconter sa vie, c'est une chose. L'interpréter et la jouer, c'en est une autre. Oui. C'est-à-dire qu'il faut être aussi comédien et essayer d'être un bon comédien si on a l'intention d'être tour à tour son père, sa petite sœur, sa mère quand elle vous propose un cachet d'aspirine pour vous aider à vous endormir. C'est ça l'intérêt de ce travail, avec toutes les autres pièces que j'ai pu jouer, évidemment, où j'estime que j'étais comédien. Mais là, j'ai vraiment l'occasion de dérouler comme ça, tiens, ça, le mot est juste, une palette, et pas que celle de la peinture, une palette de comédiens. Et ça, pour moi, c'est merveilleux, quoi, parce que celles et ceux qui ne connaissent pas cet aspect de ma carrière, tout à coup sont... Et c'est ça qui est le vrai bonheur, il est là, quoi. C'est que si je peux surprendre une personne à chaque fois, moi, c'est réussi, quoi. Bien sûr, parce qu'il faut dire que vous avez démarré votre carrière aussi avec des cours de théâtre à l'Actors Studio de Paris, dans mes souvenirs évidemment. C'est un spectacle dans lequel votre manière de dépeindre et de peindre votre vie sur scène est à mon avis très poétique, presque romantique et assurément dramatique, Thierry Beccaro. On sent évidemment que la nature vous inonde dans tout votre être. Si c'était à refaire, est-ce que vous aimeriez repartir sur une toile blanche ? Oh, voilà, bonne question. Ah là là, je suis pas certain je suis pas certain que je reprendrais vraiment tout le même chemin. J'aimerais bien retrouver ma grand-mère. Voilà, j'aimerais bien que si je devais recommencer, j'aimerais bien que papa et maman... C'est moi, quand ils venaient me voir chez mes mères Anna, je pensais que le soir, j'allais repartir avec eux, quoi. Donc quand ils repartaient, ah bon, d'accord, ok, ah bon. Ok, parce qu'après ils m'ont refait ça chez d'autres personnes, etc. Donc c'était compliqué. Non, c'était bien une fois que j'ai commencé à voler de mes propres ailes. 17 ans. Voilà. À 17 ans, Thierry Beccaro. À 17 ans. Mais vous le dites sur scène, ça aurait pu être différent, ça aurait dû. Pour terminer, aujourd'hui, quelle est votre couleur préférée ? C'est formidable parce que dans le spectacle, je parle de ça justement. J'ai fait quelques expositions et c'est vrai que il se trouve que mes toiles sont très colorées. Mais si vous regardez aujourd'hui le Thierry Beccaro que vous avez en face de vous, il est rarement habillé en jaune, en rouge. Regardez, j'ai mis du rose pour vous. Ouais, mais ça c'est, je suis admiratif. Je n'y arrive pas, j'ai beaucoup de mal. Alors que ces couleurs, elles sont en moi. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, mais j'ai beaucoup de mal à m'habiller. Donc en gris, en noir, bleu parfois, les jours de fête. C'est ce que je dis. Mais ce bleu discret qui fait que on est là, mais sans être vu. Thierry Beccaro, des couleurs, vous en avez mis dans notre télé pendant de nombreuses années. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, est-ce que ça vous manque un petit peu quand même ? Pas trop. C'est vrai ? Pas trop. Non, je suis content d'avoir... parce que je continue à mettre des couleurs sur la palette tous les soirs. Je continue le chemin. Et ce qui est formidable, c'est que les couleurs que j'ai pu et les sourires que j'ai pu donner pendant toutes ces années à la télévision, ils sont toujours là quand je croise les gens au théâtre, dans les salons. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse vous faire, quoi. C'est d'être resté dans la mémoire des gens. C'est-à-dire d'avoir laissé une empreinte
voilà, d'avoir fait en sorte que, comme la gouache, que ça s'efface pas, quoi. Thierry Beccaro, on vous emmène au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Bonjour Hélène Kuttner. Bonjour Cyrielle, bonjour Thierry Beccaro, bonjour à toutes et à tous. Alors, cher Thierry, déjà je suis ravie de votre présence sur Radio J et vous félicite pour l'action infatigable que vous menez pour la défense des droits de l'enfant. La violence conjugale, la violence familiale sont des thèmes que l'on évoque de plus en plus alors qu'elle était cachée, dissimulée sous des secrets de famille. C'est justement le thème de ma chronique théâtre d'aujourd'hui. Parce qu'au Théâtre des Bouffes Parisiens, en ce moment, se joue une pièce magnifique, signée Jean-Robert Charrier, avec Josiane Balasco et sa fille Marie-Lou Berry. Sous un vernis plutôt ordinaire, l'auteur parvient avec délicatesse et vérité à raconter le drame de la violence quotidienne infligée par un père dans une famille, à sa femme et à son enfant. Ça, c'est l'amour. Ça s'appelle comme ça, raconte les retrouvailles d'une mère et de sa fille le soir de Noël. Josiane Balasco, la mère, et Marie-Lou Berry, la fille, ne se sont pas vues depuis un moment. Elles se jaugent, l'une, Josiane, extravagante, drôle, ouvertement provocante, raconte qu'elle a passé la journée avec son autre fille, la Cato, entre guillemets, et ses jumeaux insupportables, et qu'elle n'en peut plus. La seconde, Marie-Lou Berry, semble impatiente, fermée, peu disposée à goûter l'ironie démonstrative de sa mère. Mais alors, pourquoi à 9h, le soir de Noël, son mari est-il déjà couché ? Et son fils, alors qu'un pauvre sapin clignote de ses guirlandes bon marché ? Marie-Lou, la fille, est anxieuse de tout et surtout ne souhaite pas du tout réveiller son mari, qu'on entend rôder à l'étage. Elle accepte à contre-cœur de partager un dernier verre avec sa mère et la conversation libère les deux femmes. On imagine que la fille se confie à sa mère ce soir-là. Alors, pas exactement ce soir-là, Cyrielle, mais la violence du mari va révéler ensuite, dans une scène où le couple se retrouve à l'heure du déjeuner. Mais je ne vais pas trop dévoiler la pièce, parce que finalement, ce qu'on apprend de la conversation entre la mère et la fille, c'est que cette violence familiale était déjà présente dans le couple des parents de la fille. C'est elle d'ailleurs qui met le sujet sur le tapis, accusant sa mère d'avoir accepté l'inacceptable face à ses deux filles pour sauver l'honneur de la famille. Un père qui rentre ivre après le travail et qui se met à se déchaîner sur sa famille. Et le même père, chef de famille exemplaire, qui va gâter femmes et enfants avec des bouquets de fleurs le lendemain, comme si de rien n'était. Le terreau de la violence familiale est bien présent et c'est cet héritage dysfonctionnel que la fille, maman d'un jeune enfant, va reproduire inconsciemment à son tour. Il se dit que la pièce aurait été écrite pour les deux comédiennes. Est-ce que c'est vrai, Hélène ? C'est vrai, Cyrielle. C'est ce que j'ai appris parce que Josiane et Marie-Lou n'avaient jamais joué ensemble et elles en rêvaient. Et pour incarner une telle histoire, au théâtre, exactement. Et pour incarner une telle histoire qui voit la violence ternir le vernis familial, il faut des actrices puissantes. Elles sont dirigées à la perfection par Julie-Anne Roth. Ces deux comédiennes sont stupéfiantes de vérité et d'engagement. Marie-Lou, pétrie d'émotions, bardée de défense qu'elle ne doit pas révéler. Josiane, sa mère extravagante mais bonne mère malgré tout, qui commence finalement à tout comprendre. Et dans le rôle du mari, quand même, Riyad Ghami est formidable, brutal, charmeur, à la fois insaisissable et odieux. Et pour conclure cette chronique, j'aimerais vous lire les propos de l'auteur sur sa pièce qui me semblent particulièrement justes. J'avais depuis longtemps envie d'écrire sur un sujet dont je savais qu'il était important pour Josiane et Marie-Lou, les violences familiales et conjugales, explique-t-il. J'ai utilisé pour cela la mémoire encore vive de mon adolescence. Il n'y avait qu'à se pencher pour ramasser ses souvenirs. La vie dans un foyer violent n'est pas un calvaire permanent. Et c'est très souvent pour cela que les histoires durent. On y dissémine ce qu'il faut de promesses et de joie pour que les femmes y croient. Ça, c'est l'amour. Ça s'intitule de cette manière. C'est au Théâtre des Bouffes Parisiens jusqu'au 26 avril. Une réaction, je vous vois... Tout est dit là. Tout est dit. Parce que le maître mot de tout ça pour moi, c'est le silence. Ouais. C'est l'omerta. C'est la pire des choses qui s'est produite quand j'ai sorti le livre. C'est venu de la famille. Ouais. C'est la famille qui s'est offusquée de ce que j'écrive un livre où je raconte des choses alors que je suis persuadé que la moitié au moins de la famille était au courant de ce qui se passait.
mais que tout ça c'était caché, c'était c'était vraiment. Et puis cette adolescence, quoi. Voilà, oui, c'est tout est résumé là. Et il y a une phrase que je dis parfois à la fin du spectacle, qui a été prononcée par un ancien esclave américain qui a fait une carrière d'homme politique une fois qu'il a été libéré. Il a dit il est plus facile de construire des enfants solides que de réparer des hommes brisés. Très beau. Alors ça, c'était une phrase au Festival d'Avignon qui m'a valu, parce que je sortais de scène, on est un peu fatigué, une phrase qui plaisait beaucoup. Donc quand je faisais mes dédicaces, moi je m'attendais à signer à Mickey, Thierry Beccaro, les gens me demandaient, ça vous embête pas de m'écrire la phrase Alors, elle est quand même assez... ouais. Donc il est plus facile de construire des enfants solides que de réparer des hommes brisés. C'est magnifique Thierry Beccaro, merci beaucoup, merci Hélène Kuttner et bravo. Tout de suite c'est le billet du jour avec Ariel Efraimi. Le billet du jour. Bonjour Ariel. Bonjour Cyrielle, bonjour Thierry Beccaro. Ce que vous racontez est fort, pas seulement parce que c'est dur, mais parce que vous en avez fait autre chose. La plupart, quand ils ont été abîmés petits, ils ne deviennent pas Thierry Beccaro. Ils deviennent Jeffrey Epstein. Et là, par exemple, le silence sur cette affaire, c'est plus celui d'un enfant, c'est celui de la justice. Parce que ce qu'on vit enfant, comme vous l'avez dit, ça résonne à vie. Le bruit d'un cri, d'un geste, d'un nom qu'on retient. Par exemple, moi, à 15 ans, je confondais déjà Weinstein et Epstein. J'étais persuadé que c'était une fable talmudique sur deux cousins qui n'avaient pas compris l'interdit du contact physique. Parce que oui, chez les juifs religieux, on n'a pas le droit d'avoir de contact physique avec une femme. Et alors, Weinstein et Epstein, je pense qu'ils ont mal interprété la règle. Ils ont dû comprendre on ne touche pas une femme consentante. Résultat, Dieu a dit pas de cochon, il nous a livré 2 gros porcs. Et quand on voit comment l'affaire a été traitée, on comprend que le vrai monstre, ce n'est pas que le prédateur. Parfois, c'est le juge qui signe sa sortie. Epstein, en 2008, il prend quelques mois, avec permission de sortir la journée. Sa cellule était un Airbnb. On a laissé Epstein dans la nature pendant 10 ans en sachant de quoi il était capable. C'est comme si on met un pyromane en CDI chez Canadair. Alors oui, il y a du sang sur les mains, mais aussi sur celles qui ont signé sa libération. Mais bon, au moins la justice française, elle, est très sévère. La preuve, Jacques Lang, il a dû quitter la présidence de l'Institut du monde arabe. C'est dur. Voilà comment on punit chez nous. On a fréquenté un réseau pédocriminel, on nous retire la programmation culturelle. Et là, dans les fichiers, on découvre Bruno Le Maire. Alors, personne ne sait pourquoi. Même Epstein n'est pas au courant, je pense. À mon avis, c'est lui-même qui s'est ajouté pour montrer qu'il était dans les hautes sphères. Et aussi, il y a Michael Jackson, qui était à bord de l'avion de Epstein. Alors, les fans disent non, c'est pas possible. Peut-être qu'ils savaient pas. Michael Jackson, il avait un range pour enfants et un rire d'alerte enlèvement. Il a la tête d'un clown triste sous kétamine. Il y a des visages qui sont des aveux. Et en revanche, à l'inverse, DSK n'est pas cité. Alors ça, je pense qu'il l'a très mal vécu. Il déclare être déçu, vexé, totalement incompris. Franchement, DSK qui n'est pas dans les fichiers, c'est complètement fou. Et ensuite, la compagne d'Epstein, Ghislaine Maxwell, encore en vie, sa complice, elle est née à Maisons-Laffitte, dans les Yvelines. Donc la protagoniste d'une des plus grandes affaires de criminalité sexuelle au monde vient du 78. De Maisons-Laffitte à la Maison Blanche. De French Dream. Quand t'as grandi dans le 78, franchement, moi, ça donne presque envie de tenter une carrière criminelle. Et alors, il y a Trump aussi qui veut éteindre le scandale. Il dit, allez, c'est le passé, on passe à autre chose. Mais il est littéralement cité, plus souvent dans ses documents, que le nom Harry Potter dans les 7 tomes. Et c'est vrai, c'est pas une blague, j'ai vraiment vu ça sur les réseaux. Et donc forcément, il veut détourner l'attention depuis un mois en faisant n'importe quoi. Faut quand même être sacrément en panique pour se dire que la meilleure diversion, c'est d'envahir le Groenland. Donc on est dans une époque où raconter une enfance traumatique, c'est un acte de courage, un acte de vérité comme vous l'avez fait Thierry. Mais punir ceux qui traumatisent, ça, on sait pas encore très bien faire. On préfère attendre qu'ils meurent dans une cellule ou qu'ils sortent un bouquin avec des regrets tièdes. Et dans le fond, Epstein, c'est le rêve américain, parti de rien, fils de Brooklyn, devenu milliardaire. Comme quoi tout est possible, même le pire. On te vend l'ascenseur social, mais personne te dit qu'au dernier étage, il y a des chaînes, une caméra HS et une cellule sans issue.
Et vous, Thierry Beccaro, vous avez passé le cap, pas pour oublier mais pour transmettre. Et c'est peut-être ça la morale finale. Le monde protège les puissants, mais ce sont les blessés qui nous élèvent. Magnifique. Magnifique. Merci beaucoup. J'adore l'histoire de cette phrase de l'ascenseur on m'a toujours dit de faire très attention quand j'ai commencé ce métier, parce qu'on me disait toujours, tu sais, fais très attention parce que ceux qu'on croise en montant sont les mêmes qu'on croise en descendant. Oui. Voilà. Oui, c'est une réalité cette phrase-là. Merci Et beaucoup, bravo. Ariel Efraimi, pour cette chronique sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, c'est votre portrait. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Vous connaissez l'émission, Thierry Beccaro, c'est votre portrait dans le regard de Véronique Zana aujourd'hui pour débriefer ces minutes que nous avons passées Mais je ensemble. sentais quand je suis arrivé qu'elle me regardait bizarrement. Et maintenant je comprends. Bonjour Véronique. Et je n'ai pas l'œil en coin. Bonjour Cyrielle et bonjour Thierry. Bonjour. Alors j'ai envie de commencer avec un verbe, comprendre. Et comprendre, ça veut dire prendre avec. Et c'est vraiment ce que vous avez fait là où vous êtes mis au travail. Vous êtes attelé à votre histoire pour sortir de ce pourquoi qui collait au basque de ce petit enfant qui savait pas comment répondre à pourquoi tu pleures, pour passer à un comment. Et pour pouvoir passer au comment, il faut effectivement comprendre. Et se comprendre, se prendre avec, il est vraiment passé partout. Jusque dans cette fin où vous disiez, ce qui n'est pas facile au théâtre, c'est d'incarner son histoire et d'incarner tous les personnages, toute cette famille. Eh bien, je me disais finalement qu'en se mettant dans la peau et en jouant sa famille, à nouveau, vous repreniez un nouvel angle de compréhension de ceux qui vous ont entouré, maltraité, mais aussi passer un bout de leur histoire, passer un bout de langage, parce que la violence, c'est horrible, mais parfois, ça peut aussi être un langage, une façon de dire quelque chose, parce qu'on n'a pas la main sur le dire autrement. Et ça, vous l'avez fait entendre, et vous restez toujours dans quelque chose d'extrêmement juste, parce qu'il ne s'agit pas de dire il y a des gentils, il y a des méchants. Non, il y a des gens qui ont fait avec leur histoire, et comment arriver à les comprendre. Et ça, comprendre d'ailleurs, ça revient. Mais il ne s'agit pas de pardonner, il ne s'agit pas de reproduire la violence. Non, c'est pas ça. Et il s'agit aussi peut-être de comprendre que même ceux qu'on a aimés, ceux à qui on a tendu la main pour dire « j'ai compris un peu quelque chose de ce qui s'est passé dans la famille », ne soient pas en mesure, eux, de passer le cap, d'avoir une résilience, de faire avec. Donc, à nouveau, accepter son impuissance à faire changer ceux avec qui on vit. Mais déjà, vous avez peut-être fait entendre un petit quelque chose qui est déjà un pas énorme dans ce qu'on peut transmettre à l'extérieur ou au sein de sa famille. Alors, ce que je trouve vraiment remarquable, c'est l'histoire, pour vous, des couleurs et de l'ennui. Alors, c'est intéressant parce que l'ennui, à la base, pour un enfant, c'est un lieu où on invente. On se fait tellement chier qu'on a inventé des trucs. Mais l'ennui, ça peut prendre aussi un côté assourdissant. Parce qu'au fond, cet ennui-là, c'est sûrement les ennuis. Comment faire avec ce truc-là ? Et là, ça assourdit tout et on n'a pas la possibilité d'inventer tant qu'on n'est pas sorti de cette grisaille. Alors, la grisaille mélange de noir et de blanc, qui ne sont pas des couleurs, mais qui servent, je crois, à faire tenir tout ce qui pourrait partir dans tous les sens. Et comme vous l'avez si bien dit, vous êtes plein de couleurs. Et cette grisaille, sans doute servait-elle à contenir un peu pour que tous ces petits morceaux de joie de vivre, de souvenirs, de cette grand-mère, de ce ciel bleu, tout d'un coup, ça se déchire et le bleu du ciel, la robe de maman, au milieu de cette grisaille, eh ben oui, c'est là. Donc la grisaille, elle servait bien à quelque chose. Et à quel point vous accentuez sur le vert. Moi, j'ai tout de suite entendu le verre à boire de papa. Et ça commençait aussi, quelque chose commençait à se dire par là. C'est la première couleur qui est venue ponctuer l'histoire. Et un récit, ça se met en couleur. Et c'est aussi ce que vous avez apporté dans toute cette histoire. Alors, ce grand coup de pinceau, ce grand coup de rouleau, on est un peu ébouriffé avec vous sur le truc. Parce que comme vous le dites si bien, tout ça, c'est des histoires de corps. Et on sort de là, on est un peu courbattu et chacun, en fonction de son histoire, a une articulation qui vient dire « j'ai capté, j'ai compris, c'est ce quelque chose-là ». Donc,
extraordinaire de faire entendre ce truc-là. Alors cet enfant qui protège ses parents, à quel point ça peut être étonnant qu'un « je t'aime » puisse servir de masque, de tais-toi, plutôt que de tout ce que ça vient apporter. Et tout le travail que vous avez fait, au fond, vous a permis de sortir de ce « je t'aime » qui vient faire taire pour entendre l'amour complètement autrement. Et cette histoire de la pastille de menthe, tiens, c'est marrant, la menthe, c'est vert, non ? Ouais, c'est vert. Et puis c'est vert, hein, puisqu'on jouait sur les mots tout à l'heure. Nous y sommes, on ne s'arrêtera jamais. Et là aussi, avec vous, il y a du corps, il y a des couleurs et il y a de l'odeur. Et là où les mots n'arrivent pas à se dire, c'est par l'odeur que quelque chose vient décapsuler la mémoire. La nature humaine est quand même fabuleuse. Et c'est pas tant qu'elle est fabuleuse, c'est que vous l'avez entendue et que vous avez pu en faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de vous aujourd'hui sur Radio J ? On a tellement appris, c'est tellement enseignant que d'abord savoir faire avec son histoire pour pouvoir la mettre en couleur et que quand les mots restent bloqués dans le corps, il y a toujours moyen de pouvoir en faire entendre un petit quelque chose, qu'on peut enfin sortir de ce pourquoi qui vous matraque pour passer sur un comment je peux faire avec ça, qu'est-ce que je peux en faire, qu'il ne s'agit pas de valider et de reproduire ce par quoi vous êtes passé, mais qu'il y a une possibilité. J'ai beaucoup aimé comme vous avez parlé d'un bout du chemin, hein, qui ne vient pas résonner comme une fin en soi, mais comme à nouveau quelque chose qui se réouvre. Et sans doute que ce bout du chemin pour vous, c'est pas de l'effacement, c'est enfin de l'amour qui ne sert pas à faire taire. Comme disait je ne sais plus qui, le silence qui suit une œuvre de Mozart est aussi de Mozart. C'était magnifique. Je suis très ému, vraiment. Mais merci beaucoup. Mais je vous ai dit, quand je suis rentré, je dis mais elle m'observe, elle m'écoute, elle vous avez tout noté là. C'est très touchant. C'est vraiment. J'ai envie de dire. Une fois, j'étais dans une émission avec Frédéric Lopez. Il a projeté le visage de ce petit Thierry. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à ce petit Thierry ? Et je lui dis. On s'en est pas mal tiré finalement. Hein ? Tu peux être tranquille maintenant. Tu peux te poser. Et puis ce que je fais maintenant. C'est aussi pour les autres, c'est pour ceux qui seront peut-être touchés, comme vous l'avez dit, à l'épaule, à la jambe, dans le cœur, un peu partout, et parce que ça sera pas forcément le même malheur, pas la même douleur, mais il y aura quelque chose, quoi. Et ça va être ça maintenant, la fameuse phrase « Ta blessure sera ta mission ». Ça, c'est magnifique. On a cité ça un jour. Ta blessure sera ta mission. C'est une petite phrase, mais elle est énorme. Elle est énorme parce que elle n'est pas impossible, elle pèse pas des tonnes, mais je pense que c'est une jolie mission. Et c'est ce que j'ai essayé de faire quand j'étais à la télévision, quand j'étais à Télématin, à Motus, quand j'étais à la radio, c'est de transformer, comme dit Boris Cyrulnik, ce malheur qui avait été le mien, transformer ce malheur en un merveilleux malheur. Et puis le reste, c'était mon business, c'était ma vie intime. Je l'écrivais sur un papier, je racontais, j'allais sur un divan, mais comme il est poli d'être gai, ou si on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple, comme disait Prévert, voilà, je trouvais que c'était important de donner du sourire aux gens, parce qu'il y a des gens qui souffraient 10 000 fois plus que moi. Merci Véronique Zana, notre psychanalyste que l'on retrouve toutes les semaines sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Ah bah oui, j'étais obligée, Thierry Beccaro. Après ces jolis mots, merci beaucoup d'être venu nous voir pour votre seule en scène. Je suis née à 17 ans, adapté de votre autobiographie par Emmanuel Robert Esplalieu, mise en scène Anouche Sedbon au studio de la Comédie des Champs-Élysées. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur Radio J. Mais c'est moi qui vous remercie tous. C'était un moment incroyable. Et puis merci d'être venu. C'est tellement important. Merci à tous. Merci à toutes et à tous. À demain sur Radio J.